Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live ITIC Paris. Un live en direct de nouveau sur LinkedIn, Facebook, YouTube et Twitch. Et oui, nous allongeons la liste de nos réseaux sociaux. Notre invité aujourd'hui est Oumar Ndiaye, le CEO de StudyMapper et Study & Work. Vous allez pouvoir, comme d'habitude, poser vos questions en live et j'espère que vous aurez de nombreuses questions car pour l'alternance et pour la recherche de stage, Oumar a beaucoup de conseils à vous donner. Oumar, je vais vous laisser vous présenter pour démarrer. Bienvenue. Bonjour Eleonora, bonjour tout le monde. Très heureux de vous accueillir à nouveau après la conférence de la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alternance. Moi, je suis CEO et cofondateur de deux startups. Une première startup qui s'appelle StudyMapper.fr. C'est une plateforme d'orientation et de mise en relation entre étudiants du CAP au Bac+5 et des écoles. Et une deuxième plateforme, du coup, qui va nous intéresser un peu plus, Study & Work, qui est une plateforme spécialisée sur le placement d'alternants en entreprise. Donc, on travaille avec des étudiants, des écoles et des entreprises. On les match sur la même plateforme afin de faciliter notamment les rencontres pour les étudiants qui n'ont pas assez de réseau. Voilà. Le Tinder de l'alternance Exact. et des stages. Alors justement, comme vous le disiez, on va se focuser sur Study & Work et on aimerait savoir quel est le principe, comment ça fonctionne pour le volet entreprise et pour le volet étudiant. Dans un premier temps, sur la partie entreprise aujourd'hui, en fait, nous, on met à disposition une solution clé en main qui permet à n'importe quelle entreprise qui n'a jamais recruté d'alternant, parce qu'en fait, il faut savoir que l'alternance est un type de contrat parfois un peu compliqué, notamment sur la compréhension du financement. Aujourd'hui, nous, on a une solution tout en un qui va permettre de recruter un étudiant, de se faire accompagner sur la partie mise en place du contrat d'alternance avec l'école et les OPCO, et dans le contexte actuel du Covid, de profiter de l'aide à l'embauche de 8 000 € que l'État a mis en place pour les étudiants du supérieur. Voilà. D'accord. Et ça, c'est la partie entreprise. Et juste, donc finalement, vous vous occupez de toute la Exact, chaîne, hein, pas toute la seulement chaîne. de mettre en relation C'est les exactement entreprises ça. et les Voilà. étudiants. C'est vraiment, dans un premier temps, effectivement, c'est le sourcing et le recrutement via la plateforme. Dans un second temps, c'est une fois que l'étudiant a été recruté, c'est la mise en place du contrat d'alternance. Et dans un dernier temps, c'est vraiment de pouvoir profiter aux différentes aides à l'embauche des alternants, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'aides justement pour faciliter le recrutement d'alternants. D'accord. Et de l'autre côté, nous avons donc des étudiants. En fait, des étudiants aujourd'hui, on travaille avec pas mal d'écoles. De manière générale, on a des partenaires avec des écoles qui vont nous envoyer des candidatures d'étudiants qui sont en recherche d'alternance, ou on a également des étudiants qui viennent d'eux-mêmes directement sur la plateforme, qui peuvent créer leur compte en 2 minutes. Une fois le compte créé, vous avez accès à toute la base de données d'entreprises que nous avons sur la plateforme, et parfois, en fait, vous recevez de manière automatisée une suggestion d'offres d'emploi. Ça peut être 2, 3, 4, 5 qui correspondent à votre formation et qui correspondent également à votre profil dans un secteur géographique donné. Voilà. D'accord, donc il y a un moteur de recherche pour les étudiants. Exact. Où ils tapent un mot-clé, un poste, exact. Et ils retrouvent les offres leur correspondant. Alors, il y a deux façons de… Enfin, il y a le recrutement où l'étudiant, une fois que son compte est créé, va effectivement aller sur la page d'offres d'emploi. Donc, il peut de lui-même candidater à toutes les offres sur la plateforme. Ensuite, il y a un algorithme qui fait le matching pour déterminer de la véracité de la candidature de l'étudiant par rapport à l'opportunité d'offre d'emploi en face. Et il y a une deuxième façon, c'est qu'en fait, en s'inscrivant sur la plateforme Study & Work, aujourd'hui, nous, on va être en capacité de vous suggérer des offres d'emploi en alternance qu'on reçoit sur la plateforme. Vous allez les recevoir en avant-première, en fait, avant même qu'elles soient publiées sur la plateforme. Parce que l'algorithme va aller questionner la base de données d'étudiants activement en recherche d'emploi. Et nous, la promesse aujourd'hui auprès des entreprises, c'est un recrutement efficace, rapide et à moindre coût. Donc, un exemple assez concret, c'est qu'on réduit de 80%
le temps passé sur le recrutement d'alternants et de stagiaires pour les entreprises. D'où la promesse justement de pouvoir aller vite et de faire du matching proactif sans que l'étudiant ait à candidater de lui-même aux offres d'emploi. D'accord. Mais alors, ce matching, est-ce qu'il y a des critères précis? Comment ça se passe pour qu'ils se croisent? Effectivement, il y a des critères précis. L'un des premiers critères, aujourd'hui, nous, on se base intrinsèquement sur la formation de l'étudiant. Donc, même si l'étudiant n'a pas d'expérience, on va se baser d'abord sur la formation. En deuxième position, on va se baser sur l'expérience professionnelle de l'étudiant. Et en dernier, on va se baser sur les soft skills de l'étudiant. Donc, en termes de soft skills, c'est effectivement la capacité justement à s'intégrer assez rapidement dans un monde professionnel, d'autres skills comme la capacité d'expression orale ou encore la capacité de présentation, l'orthographe aussi, parce qu'on sous-estime ça, hein. Normalement, l'orthographe, c'est quelque chose qu'on prend beaucoup en compte nous et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'étudiants, malheureusement, qui font beaucoup de fautes encore aujourd'hui, quel que soit le niveau d'études auquel ils sont. D'accord. Et alors, vous parlez de soft skills, mais nos étudiants parfois n'ont pas encore travaillé. Comment ils peuvent savoir quels sont leurs soft skills pour matcher avec les entreprises? Est-ce Alors, que vous avez des conseils là-dessus également? effectivement, déjà là, je vais donner pas mal de conseils et surtout, enfin, nous, sur notre plateforme Study and Work, on a vraiment une rubrique qu'on appelle contenu pédagogique. L'idée, c'est d'accompagner l'étudiant non seulement dans la définition de son auto-profiling professionnel. Ce qu'on appelle auto-profiling professionnel, c'est de pouvoir juger quels sont les postes auxquels je peux potentiellement postuler vu mon état d'avancement, vu ma carrière aujourd'hui. Parce que l'idée, ce n'est pas de postuler à toutes les offres d'emploi. Une fois qu'on a déterminé le champ d'action d'offres qu'on souhaite viser, la deuxième position, c'est bien évidemment la conception du CV et des différentes lettres de motivation, parce que l'idée, ce n'est pas d'envoyer une lettre de motivation générique à toutes les entreprises, mais plutôt une lettre de motivation personnalisée. Et enfin, c'est la partie entretien. Donc, en termes de soft skills, pour une personne qui n'a pas encore travaillé, effectivement, ça peut être compliqué de pouvoir s'en sortir tout seul. En termes enfin, moi, ce que je donne assez souvent comme exemple, c'est vraiment de prendre en fait sa vie de tous les jours, notamment à l'école, la relation qu'on peut avoir avec ses profs, avec ses camarades de classe. Ça s'appelle en fait travailler dans un environnement professionnel. Et ça, c'est un soft skills déjà. On va dire c'est un soft skill c'est un prérequis qui équivaut quasiment à 80% pour les entreprises. C'est la capacité pour un étudiant, une fois accepté dans une entreprise, de s'intégrer dans un environnement en fait, qu'il découvre, tout simplement. D'accord. Et je pense que on peut se demander s'il y a une différence entre soft skills et profil. Enfin, est-ce que ça se rejoint un peu? Est-ce que vous pouvez en dire plus En fait, pour moi, un ce soft sujet? skills, c'est vraiment c'est vraiment des compétences tierces qui n'ont rien à voir avec ce qu'on va apprendre potentiellement dans le monde professionnel ou à l'école. Ça va être le savoir-être professionnel, le savoir-vivre, la politesse, ça va être, comme j'ai dit tout à l'heure, la capacité de pouvoir bien s'exprimer, de ne pas faire de fautes d'orthographe. La culture aussi est un soft skills, hein, le fait de beaucoup lire, d'être au courant de tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. La géopolitique peut être aussi un soft skills. Donc, les soft skills, on les développe constamment dans notre cercle hors professionnel, avec des amis, en discutant à table avec les parents sur des débats. Donc, c'est une façon de développer ces soft skills. Effectivement, les soft skills ne sont pas marqués dans le marbre, enfin, sont pas figés dans le marbre, dans la mesure où c'est quelque chose qu'on continue à développer constamment. Donc, lorsqu'on a une première expérience professionnelle, on peut arriver avec très peu de soft skills, en fait, au contact de personnes beaucoup plus expérimentées, gagner quelque chose en soft skills. Et ce que je recommande en tout cas, c'est vraiment de toujours être ouvert à apprendre de nouvelles choses. Et la capacité d'apprendre de nouvelles choses va déterminer plus tard le degré de soft skills qu'on va pouvoir avoir ou pas. D'accord. Donc, vous facilitez la vie de nos étudiants pour leur recherche de stage ou d'alternance. Vous faites le go-between entre l'entreprise et l'étudiant. Mais avec la situation actuelle, vous êtes expert du monde de l'enseignement supérieur. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel impact ça peut avoir pour nos étudiants dans leur recherche? Est-ce que vous pouvez nous éclairer aussi là-dessus? Alors là, je vais parler data. C'est vrai que c'est une question qui revient assez souvent. Aujourd'hui, je vais donner juste un chiffre clé. Historiquement, avant la période de Covid, il y avait environ entre 450 000 et 500 000 alternants
contrats en alternance qui étaient signés chaque année en France. Et dans ce nombre-là, il y avait 30% des recrutements qui étaient effectués par le secteur de l'hôtellerie-restauration. Or, aujourd'hui, avec la situation de Covid, il y a quasiment peu de recrutement, voire pas de recrutement dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, et on dépasse les 500 000 recrutements historiques, ce qui veut dire qu'il y a des opportunités. Et les opportunités sont notamment facilitées par l'aide qu'apporte l'État aux entreprises. C'est une aide de 8 000 euros pour chaque entreprise qui recrute un alternant dans le supérieur. Quand c'est dans le secondaire, c'est 5 000 euros. Et je pense que cela favorise beaucoup le fait que on assiste aujourd'hui à beaucoup d'entreprises qui historiquement n'avaient pas recruté d'alternants, qui recrutent pour la première fois des alternants cette année. Grâce à ces aides, et c'est l'aide un jeune, une solution. Exactement, c'est ça. Très bien. Alors, la situation est tellement compliquée que certains étudiants ont peur de ne pas trouver et du coup de ne pas avoir leur diplôme parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les études supérieures sont associées à un stage ou une alternance. Si on ne fait pas ce stage ou cette alternance, on peut ne pas avoir le droit de passer son diplôme. Comment on peut conseiller nos étudiants pour qu'ils trouvent au plus vite? Vous dites que votre solution peut être une aide. Est-ce que vous pouvez en fait, honnêtement, aujourd'hui, c'est d'être dans une approche proactive. Nous, avec notre solution, on prône un peu, on va dire, une recherche d'emploi passive. On a juste à créer son compte et en fait, c'est l'algorithme qui va s'occuper de suggérer du matching, un peu comme sur Tinder. Une fois qu'on est inscrit, on reçoit des matchs. Mais d'ordre général, il y a plusieurs outils. Nous, notre outil est une solution qui va vous permettre justement d'avoir des opportunités. Mais n'oubliez pas, la base pour moi, c'est LinkedIn. Commencez par LinkedIn et des profils hyper optimisés. Un profil optimisé, c'est pas juste de dire qu'on a 10 expériences, 15 expériences. Non, c'est de pouvoir remplir son profil en termes de motivation. Donc, c'est la petite introduction qu'on va mettre sur son profil. En termes de soft skills en bas ou même d'outils qu'on sait utiliser. Aujourd'hui, quand on recrute de manière générale, on cherche aussi des gens qui sont beaucoup familiers avec le digital. Il faut le mettre si vous savez utiliser des solutions digitales, notamment les réseaux sociaux, promouvoir une entreprise sur les réseaux sociaux. Il y a pas mal de choses à mettre en avant, mais la base reste LinkedIn parce qu'en fait, LinkedIn, ce n'est pas que pour de la recherche d'emploi, de l'alternance ou de stage, mais c'est surtout pour être au fait du marché, pour être au courant des dernières opportunités. Quelle entreprise lance sa campagne de recrutement d'alternants, etc., etc. Et aussi développer son réseau. La semaine dernière, on a insisté sur le réseau. Et dans cette période, plus que jamais, il faut jouer sur le réseau. J'ai un camarade de classe qui a une opportunité auprès d'une entreprise qui recrute une dizaine d'alternants. Moi, c'est une opportunité pour moi pour envoyer une candidature spontanée. Donc, vraiment rester dans une approche proactive et ne pas baisser les bras parce que les opportunités, en tout cas aujourd'hui, moi, je vous assure qu'il y en a. Et beaucoup. Et c'est vrai qu'il y en a, on le constate de plus en plus. Là, la campagne de recrutement d'alternance a commencé assez tôt. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais on est plutôt en avance. Nous, chez nous, actuellement, dans le pipe, sur une première année d'exercice, on a une cinquantaine d'offres à pourvoir pour la rentrée de septembre, sachant que septembre, c'est dans 4-5 mois. Donc, c'est pour vous dire que effectivement, les grands groupes, généralement, sont prévoyants, vont lancer des campagnes de recrutement assez tôt. Et il y a des secteurs comme la banque assurance qui recrute beaucoup d'alternants, pour ne citer que. N'hésitez vraiment pas, n'attendez pas le mois de juillet, août ou le mois de septembre pour la rentrée pour chercher votre alternance. Tout commence maintenant. Et des étudiants qui ont déjà obtenu leur alternance pour l'année prochaine, on en a. Voilà. Oui, et ils sont tranquilles, ils passent leur diplôme tranquillement, ils savent où ils vont. L'été va être beau pour ces étudiants-là, donc n'hésitez pas à anticiper. Est-ce qu'il y a une différence de technique quand je recherche un stage ou une alternance? Parce que c'est pas le même. Alors, souvent, je donne comme exemple, en fait, une personne. Pour moi, il y a deux types de profils, que ce soit en stage ou en alternance. Il y a les personnes qui veulent juste avoir leur stage ou leur alternance parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'elles n'ont pas le choix, parce que les études nécessitent justement l'obtention d'un stage ou d'une alternance pour pouvoir valider son année. Et il y a d'autres personnes qui sont plutôt dans une optique de construction de carrière. Effectivement, pour moi, dans ce deuxième cas, il n'y a pas de différence entre un stage et une alternance.
Parce que quand on commence les études supérieures, dès le bac+1, bac+2, pour certaines écoles, on nous conseille de faire des périodes de stage. C'est ces périodes de stage-là qui vont forcément déterminer notre insertion professionnelle plus tard. Et l'alternance ou encore le stage sont deux types de contrats qui sont là pour aider les étudiants justement dans leur orientation professionnelle. Aujourd'hui, je suis dans cette formation, je voulais faire ce métier. Est-ce que finalement, après une période de stage ou une période d'alternance, je veux continuer dans cette voie? Ou au contraire, ah non, effectivement, c'est vraiment fait pour moi, bah, je veux continuer dans cette voie. Donc pour moi, il n'y a vraiment pas, en termes d'approche, vraiment de prendre positivement et non négativement comme une obligation de la part de l'école pour valider son diplôme. C'est vraiment quelque chose qui est très important et très intéressant pour vous dans l'optique de l'insertion professionnelle plus tard. Tout à fait. Ça va vous permettre aussi, un stage va vous permettre après de trouver une alternance ou un poste et c'est essentiel. Et effectivement, si je peux rebondir là-dessus, juste pour ajouter quelque chose, il faut juste garder en tête, honnêtement, enfin, la question de savoir est-ce que dans l'approche, notamment de recherche d'emploi, d'alternance ou de stage, est-ce qu'il y a une différence? Effectivement, enfin, il y a une petite différence, mais je veux dire, sur un stage de 6 mois et un contrat d'alternance d'une année, l'entreprise se projette sur une personne potentiellement, bah, si elle fait l'affaire, la personne va pouvoir soit revenir l'année prochaine pour un autre stage, soit peut-être être embauchée derrière si elle est en fin d'études pour un premier contrat CDI. Mais en tout cas, enfin, ça se voit de plus en plus des entreprises qui vont privilégier l'alternance pour pouvoir former, ensuite recruter. Donc effectivement, peut-être qu'il y a une petite nuance entre les deux sur le fait que l'alternance, c'est vraiment une pré-embauche en soi finalement. D'accord. Ah oui, on considère l'alternance comme une pré-embauche. Beaucoup d'entreprises ensuite gardent leurs étudiants qui ont été en alternance. Oui, enfin, il n'y a qu'à voir, et cela n'est pas vrai que pour le supérieur. Enfin, quand on prend par exemple le secondaire, le CAP, le bac pro, le BEP, il y a beaucoup de gens qui font un BEP coiffure, un bac pro, etc., qui tout de suite sont embauchés derrière. Et aujourd'hui, on ne le voyait que dans le secondaire et on le voit de plus en plus dans le supérieur. Des entreprises qui vont aller plutôt vont avoir une politique de recrutement basée sur l'alternance pour mieux former, adapter aux méthodes de travail internes, par la suite embaucher les meilleurs. Donc c'est vraiment une opportunité pour vous, en fait, d'avoir votre premier CDI derrière directement. C'est vrai que ça permet aussi à l'entreprise d'avoir un plan de recrutement à long terme Exact. et du coup de capitaliser sur C'est les jeunes. exactement ça. Enfin, enfin, en tout cas, sur sur le recrutement, ce qui est assez parfois pas concernant, mais en tout cas, on a deux biais. C'est les biais de jeunes et les biais de vieux. En fait, quand on a plus de 45 ans, on n'est pas bon, on n'est plus bon, il faut aller à la retraite. Et quand on est trop jeune, on n'a pas d'expérience. En fait, aujourd'hui, pour les entreprises, c'est vraiment une opportunité, en tout cas pour la partie jeunesse, de pouvoir avoir un plan de recrutement basé sur du moyen, long terme. On recrute, on forme et ensuite on garde les meilleurs pour pouvoir les garder par la suite et franchir, enfin, gravir les différents échelons. Et pour cela, notamment le secteur de la banque assurance, on assiste à beaucoup de gens qui sont en alternance en agence bancaire qui après vont finir notamment dans les bureaux à la Défense, etc. On assiste à ça de plus en plus. D'accord. Très bien. Également, comment vous accompagnez ou suivez les entreprises? Quelles sont vos méthodes? Ce sont des partenaires? Comment elles font? En fait, nous, aujourd'hui, on est vraiment dans une politique où on veut s'installer dans cet environnement RH, ressources humaines, spécialisé sur le recrutement de jeunes. C'est pour ça qu'on chez Study and Work, on parle souvent de contrats jeunes. Les contrats jeunes, c'est de l'alternance, c'est du stage, c'est le premier CDI d'insertion professionnelle. Et là, enfin, pour l'instant, c'est pas sur la plateforme, on va apporter du VIU, etc. Nous, notre philosophie, c'est qu'on est convaincu aujourd'hui que chaque entreprise, enfin toute entreprise, pour rester compétitive, elle est obligée d'être dans un recrutement proactif. Et on assiste un peu dans d'autres mesures, hein. Si je prends le monde du sport, aujourd'hui, il y a tellement de concurrence dans le monde du sport que les clubs n'hésitent pas à aller recruter des jeunes beaucoup plus tôt et les former par la suite. Bah, le monde professionnel, en tout cas le monde du travail, est exactement pareil. On doit anticiper les départs à la retraite. Pour anticiper les départs à la retraite, il n'y a rien de mieux que de recruter des alternants qui se font former par les anciens par les anciens qui vont aller en retraite et ensuite qui vont reprendre, enfin les jeunes qui vont reprendre le flambeau de ces anciens-là. Donc effectivement, nous, on est plutôt dans une politique où on prône le fait que les entreprises puissent vraiment se baser sur le recrutement des jeunes pour tout, enfin,
pour tout le temps être compétitif et assurer une pérennité, en tout cas sur le long terme, ne pas être sur un peu pris au dépourvu sur le recrutement. Et pourtant, on assiste encore à des entreprises qui parfois, en fait, font face à une pénurie de main-d'œuvre dans un certain secteur d'activité donné. Et ben, c'est assez compliqué de s'en sortir assez rapidement quand on n'a pas prévu un plan sur 2, 3, 4, 5 ans. Bien sûr. Voilà. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en direct. J'espère que vous serez nombreux à nous poser des questions. On parle des secteurs d'activité justement. Est-ce que vous donnez aussi des conseils aux étudiants sur les orientations d'études à avoir et quels sont justement les secteurs où ils auront des chances de trouver du travail? Je pense que ça, c'est une question très pertinente dans la mesure où aujourd'hui, enfin cet après-midi, juste avant de venir là, j'avais un CV devant moi. C'est une étudiante qui était dans un secteur de formation donnée. Je n'arrivais pas, enfin moi en tout cas personnellement, à imaginer quelles étaient possiblement ces différentes, enfin les différents métiers auxquels elle pourrait prétendre. Tout simplement parce qu'en fait, elle s'est enfermée, enfin, pour moi en tout cas, dans un secteur où aujourd'hui, il y a très peu d'opportunités. Et donc, quand j'ai parlé d'auto-profiling dès le début, l'auto-profiling, en fait, c'est de se poser une bonne question. C'est de se dire, OK, je veux faire ça comme étude, mais la finalité des études, c'est pas juste de dire que j'ai un bac plus 5, c'est surtout l'insertion professionnelle derrière. Et pour cela, en fait, on doit avoir un plan sectoriel, notamment en termes de métier, mais surtout en termes de secteur d'activité. On peut avoir une réflexion dans le sens où on se dit, je vais m'orienter vers un secteur qui ne va pas me fermer les portes. Donc, je peux, par exemple, si je prends le secteur du digital, je peux commencer par du community management, aller par exemple sur du content management, après aller sur du SEO, du référencement naturel, après sur les réseaux sociaux. Donc, effectivement, ça ne nous ferme pas la porte. Et avoir toutes ces compétences derrière peut même nous mener à avoir un poste en tant que Chief Marketing Officer, un CMO. Donc, ce qui veut dire qu'en gros, dans le choix, en tout cas, de secteur d'activité, enfin, moi, en tout cas, ce que je déconseille, ce que nous déconseillons chez Study and Work, c'est non seulement d'aller dans les secteurs d'activité où il n'y a quasiment pas d'opportunités professionnelles, j'ai envie de dire, et pourtant, il y en a des secteurs d'activité où il n'y a pas d'opportunités. Il n'y a pas de saut métier. En tout cas, quand on a de l'ambition et qu'on veut progresser et qu'on se voit plutôt avoir une vraie carrière sur le long terme, les secteurs d'activité les plus propices aujourd'hui, bah, en fait, quel que soit, je ne vais même pas parler de secteur du coup, je vais parler juste de métiers liés avec le digital. On travaille dans le BTP, bah, si on travaille dans le BTP et qu'on a une compétence dans le digital, on pourra s'en sortir demain. Si on travaille, je veux dire, dans la vente et qu'on est très très bon avec le digital, la prospection de demain, c'est sur le digital. Dès aujourd'hui, c'est sur le digital. Donc le secret, en fait, c'est vraiment de se familiariser avec le digital parce que tous les métiers aujourd'hui, tous les métiers d'aujourd'hui seront demain 100% sur le digital avec certaines particularités et familiarité avec le digital. Et pour moi, en fait, dans l'orientation, en tout cas même dans la politique de formation des écoles, on voit de plus en plus de formations, que ce soit dans l'entrepreneuriat, il y a plusieurs formations, même dans le tourisme, etc., qui en vont intégrer une partie digitale dedans. Donc, le secret pour moi, bah, c'est l'avenir, c'est le digital. Aujourd'hui, c'est le digital. Demain, ce sera autre chose. Le secret, c'est de continuer à Exactement. apprendre, en fait. Exact. Et de ne pas s'enfermer dans des choses et de rester curieux aussi. C'est vrai. Après, il y a certains qui ont des passions assez tôt, Je veux dire, une personne qui sait assez rapidement qu'elle veut faire un CAP en boulangerie parce qu'elle veut travailler dans une boulangerie, voilà, c'est vraiment. Il y a plusieurs particularités. En tout cas, quand on ne sait pas ce qu'on veut faire, il ne faut surtout pas se renfermer dans un secteur donné parce qu'on va assister à un gros phénomène qui a de plus en plus aujourd'hui, c'est la réorientation professionnelle. Aujourd'hui, le marché de la réorientation professionnelle est un des plus gros marchés, en tout cas, de la formation en France, en plus de l'enseignement supérieur. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se sont formés par le passé sur des métiers donnés, aujourd'hui qui n'ont plus d'attrait sur ces métiers-là et qui veulent repartir sur d'autres métiers. Donc le secret, c'est vraiment ne pas se fermer sur un métier quand on ne sait pas, quand on n'a pas l'ultime conviction qu'on passera 20 ans de carrière en tant que, je sais pas, professeur par exemple, ou d'autres métiers. Voilà. D'accord, très bien.
Donc, vous avez un concept assez différenciant de matching qu'on connaissait déjà dans sa vie amoureuse, mais c'est vrai que dans le recrutement, ça peut être étonnant. Est-ce que vous pouvez nous donner vos petits plus aussi par rapport aux plateformes qui existent déjà et par rapport aux job boards, par exemple, au Career Center, quels sont les points forts de En, votre en plateforme? fait, aujourd'hui, nous, on a identifié deux types de recrutement. C'est un peu le storytelling qu'on dit à nos clients, et pourtant, c'est très vrai. Et on appelle on a nommé deux types de recrutement. Donc, le recrutement proactif. Le rec- 99% des entreprises sont sur le recrutement proactif, c'est-à-dire qu'elles vont aller diffuser leur offre d'emploi sur des job boards ou encore sur de nouvelles plateformes qui sont apparues ces dernières années. Je parle notamment des plateformes de marque employeur comme Welcome to the Jungle ou encore des career centers comme Job Teaser. Pour moi, ça reste. Il n'y a pas de nouveauté dans la mesure où c'est toujours le même mécanisme en tant qu'entreprise. Je publie mon offre d'emploi, j'attends que les étudiants candidatent, je fais le tri de CV, je fais les entretiens, etc. Nous, on est plutôt dans une approche passive avec la data. Donc, on se base beaucoup sur de la data pour essayer d'accélérer ce matching qu'il va avoir. Parce que aujourd'hui, en moyenne, un recrutement en France dure 5 semaines. C'est très long. 5 semaines, c'est très long, c'est plus d'un mois. Et effectivement, nous, on est dans une approche où il y a l'étudiant d'un côté, il y a l'entreprise d'un côté, il y a des besoins des deux côtés, et on va essayer de trouver un terrain d'entente entre les deux pour essayer de créer une opportunité. Et cela, on va s'appuyer sur plusieurs choses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la formation, effectivement, toute la partie purement fiche de poste, parce que la fiche de poste, il y a des éléments qui sont là. Je veux un étudiant en alternance marketing digital en bac+5, dans l'optique, par exemple, de le recruter. Par contre, on va plutôt se baser sur des aspects de vie d'entreprise. Donc, c'est ce qu'on vend aujourd'hui à nos entreprises. Ce qu'on leur vend, c'est non seulement les partenariats qu'on a aujourd'hui avec les écoles, et de l'autre côté, on est en capacité, vu qu'on connaît très bien les entreprises, on connaît nos écoles, on est en capacité de les matcher avec les bonnes écoles, donc les bons profils, donc avoir les meilleures opportunités dans un secteur et dans un métier donné. Et nous, ce qu'on apporte aujourd'hui, vraiment de différenciation en plus, c'est vraiment cette approche où, de manière passive, on va être en capacité pour une offre d'emploi d'avoir beaucoup plus d'étudiants, en tout cas qui correspondent assez directement à cette offre sur la plateforme. Et ça, aujourd'hui, sur du matching, effectivement, il y a des outils de matching. Tout à l'heure, on a parlé de Tinder. Dans d'autres mesures, il y a pas mal de plateformes aujourd'hui qui utilisent le matching. Nous, on est plutôt dans une approche où on parle de on parle de Virtual Assistant for Career Building. On est dans une approche où, on a un outil virtuel qui est là pour aider les étudiants à construire une carrière. Et ce qu'on va vendre aux entreprises, c'est vraiment, tu as tout intérêt de cueillir en tout cas d'avoir l'étudiant assez tôt dans ta structure et de l'accompagner dans sa progression, parce que nous, justement, on pense que, au niveau de la formation, au niveau des soft skills, c'est quelqu'un, si tu prends le temps de le former, en plus, ça ne te coûte pas grand-chose, sur 1 an, 2 ans, 3 ans, et j'en suis la preuve vivante. Aujourd'hui, chez Study Mapper ou chez Study and Work, on a 8 alternants sur 15 collaborateurs. 8 alternants, c'est la moitié de l'effectif, et pourtant, on s'en sort très très bien parce qu'on a une approche où on est vraiment en train de les former. Il y a certains qui sont là depuis l'année dernière, qui vont être là encore l'année prochaine, et on est en train de les former. On a une vision à moyen terme afin que ça débouche à quelque chose et qu'on puisse les embaucher potentiellement derrière. D'accord. Ça permet aussi, je suppose, aux étudiants de s'imprégner des valeurs de l'entreprise et donc d'avoir un attachement particulier à une entreprise aussi. C'est ça, c'est exactement ça. D'accord, très bien. Alors, je pense qu'on a été très très clair et du coup, c'est vrai que j'ai posé beaucoup de questions peut-être, donc on n'a pas de questions sur le live. Donc, merci de nous avoir suivis. Hein. C'est toujours un plaisir en plus de recevoir des entrepreneurs qui ont des idées comme ça pour aider nos jeunes. Pardon, alors j'ai été un peu trop vite. On a une question. Alors, je ne sais pas qui l'a posé, mais il y a une demande sur est-ce que les entreprises recrutent toute l'année en alternance? Il y a des périodicités, des choses comme ça. Question pertinente. On pourrait croire effectivement que
l'alternance, il y a une périodicité hyper forte, notamment à partir du mois d'avril, mai pour la rentrée de septembre, et une autre périodicité un peu moindre au mois d'octobre, novembre, décembre pour la rentrée décalée de janvier. En fait, nous, on s'est aperçu qu'il y avait un besoin, en tout cas de la part des entreprises, tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'il y a des D'accord. entreprises aujourd'hui qui sont venues nous voir pour le recrutement d'alternants. On leur a dit que, en fait, on était tributaire des formations des écoles et des entrées des écoles. Malheureusement, il y avait très peu d'écoles qui avaient des formations décalées pour les mois d'avril, les mois de mai. Donc, en fait, on va faire ce recrutement pour le mois de septembre. D'accord. Alors, pour les formations décalées, je conseille aussi le e-learning qu'on peut démarrer à n'importe quel moment dans l'année, hein. Nous, on propose des formations en e-learning chez ITIC et Ouais. c'est vrai que dans ces cas-là, on peut démarrer son alternance à D'accord, n'importe c'est quel nouveau, moment c'est de bien à l'année. savoir. C'est très bien ça. C'est vrai qu'il y a très peu d'écoles en tout cas qui le font. C'est pour ça peut-être aussi que les entreprises subissent le rythme scolaire des écoles. C'est vrai que maintenant, avec le digital, justement, C'est ça. on n'est plus obligé de suivre ce rythme. Une autre question, est-ce que le matching au recrutement permet d'éviter le piston? Alors, De la part de il y a, Loïc Queneau, qui est pour moi, il y a, professeur de l'école. pour moi, il y a deux questions dans la même question. Le mot piston, je l'aime pas trop parce que je trouve que le mot piston, c'est le résultat justement de l'effort qu'on a fait, notamment pour se construire un réseau, etc. Donc, c'est pour ça que j'aime pas trop. Après, est-ce que le matching, nous en tout cas, le matching, ce que le matching permet d'éviter, c'est les biais liés au recrutement. Effectivement, on a déjà eu plusieurs cas de figure, certaines demandes qui pour nous ne sont pas recevables, notamment peut-être par rapport à l'origine, à l'âge, peut-être par rapport à la typologie d'école, etc. Enfin, nous, en tout cas, ce qu'on garantit, la valeur ajoutée, c'est qu'on va garantir la fiabilité de l'étudiant qui va être placé en alternance. On se porte garant derrière. Et d'ailleurs, c'est déjà arrivé que parfois, quand l'étudiant ne remplit pas la mission derrière, en fait, on s'engage à ressourcer assez rapidement un autre étudiant qui va remplacer cet étudiant qui n'a pas fait l'affaire. Mais généralement, ça n'arrive pas parce qu'on fait un très bon travail. Mais en tout cas, l'algo permet aujourd'hui d'éviter les différents biais liés au recrutement parce qu'en fait, l'entreprise qui va recevoir les CV, en tout cas les suggestions de profil dans son espace entreprise derrière, ne va d'abord voir que les skills en fait, avant de voir la personne. D'accord. La personne, elle est vue après coup. D'accord. Ah oui, donc ça, c'est intéressant. Exact. C'est que on a vraiment un profil en C'est ça. priorité et ensuite, C'est on exactement ça. rencontre le Nous, on est candidat. plutôt sur ce modèle-là où on va faire matcher des profils avec des opportunités d'emploi et après faire une rencontre humaine entre les deux parties. D'accord, très bien. Et à quel moment l'entreprise voit le CV? Tout de suite ou seulement lors de l'entretien? L'entreprise voit une fois qu'elle a, enfin, par exemple, il y a un cambon, voilà, ce profil suggéré, je clique sur le profil, je vois les skills, et là, en fait, les skills, je vais avoir 80% de véracité, 15% de véracité par rapport à ça, et je vais le D'accord. bouger. Une fois que je le bouge, si je veux le rencontrer, tout de suite, j'ai le CV. D'accord, très bien. Alors, j'ai une autre question. Eric, sur LinkedIn, faut-il mieux chercher un job ou se poser la question de savoir quel est le job de notre vie? Alors, je pense qu'il y a eu Oui. une correction pas bonne, donc j'espère que je vais bien poser la question. Je recommence. Faut-il mieux chercher un job ou poser la question de savoir quel est le job de notre vie? Et à partir de là, trouver les métiers qui gravitent autour. Très belle question, encore une fois. Je vais prendre un exemple assez clé. On a plus de 10 000 métiers dans le monde. En fait, c'est 10 000 appellations différentes. Je vais me baser sur la base Rome. Il n'y a que 500 métiers, en fait. Il y a 500 métiers avec des appellations différentes. Effectivement, oui, la meilleure stratégie serait de s'orienter vers une famille de métiers et se laisser justement l'opportunité de toucher un peu à différents métiers. Je vais prendre par exemple le métier de commercial. Commercial, aujourd'hui, on parle de business developer, on parle de key account manager, on parle de relations clients. Enfin, il y a 10 000, voilà, il y a 10 000 appellations, mais c'est un seul métier qui en fait est appliqué différemment, dépendamment de la structure de la société et de l'objectif final du poste en tout cas. Mais oui, en tout cas, la meilleure approche,
moi, en tout cas, sur le point personnel, et je pense que de manière générale, c'est ce que je vois autour de moi. Je vois des gens, en fait, s'orienter plutôt vers la finance et non vers un métier précis dans la finance. Je vois des gens s'orienter vers le marketing Mmh. digital et non vers un métier précis dans le marketing digital. Et ça nous laisse, en fait, de nombreuses perspectives. Et en maturant, justement, enfin, en grandissant et en ayant pas mal d'expérience par la suite, on est à même de se poser la bonne question, de se dire, en fait, finalement, j'ai fait ça comme poste, ça comme poste. Je pense que je suis plutôt à l'aise et plus épanoui dans ce poste-là. Donc, je me projette plutôt sur ce poste-là. Voilà. C'est aussi pour ça que vous vous basez plus sur les soft skills, c'est qu'on peut apprendre un métier et évoluer par la formation sur un métier, C'est ça. mais c'est vrai que les soft skills, c'est la C'est base la qui nous base. permet de le C'est faire la en fait. base. C'est effectivement ça. Ok, alors il y a d'autres questions. Donc une question de Tatiana sur LinkedIn. Bonjour, je n'ai pas suivi la conférence depuis le début. Je voudrais savoir si je peux commencer une formation sans pourtant trouver une alternance en avance. Avant. Alors, est-ce qu'elle peut commencer une formation sans avoir trouvé une alternance? Oui, je pense que la réponse est oui. Toutes les écoles aujourd'hui, en tout cas, permettent et donnent le laps de temps aux étudiants pour pouvoir trouver une alternance. Donc, on peut bien évidemment commencer une formation, par exemple, à l'ITIC Paris au mois de septembre et avoir jusqu'au mois de décembre, janvier pour trouver son alternance. Tout à fait. Et nous, on propose aussi l'initiale option alternance qui permet aussi de commencer en initiale et D'accord. ensuite de basculer en alternance. Donc, il y a plusieurs possibilités en fonction des différentes écoles. Alors, ensuite, j'ai une question à nouveau d'Eric sur LinkedIn. Que pensez-vous du CNU testé dans 13 départements, service national universel avant une alternance? Honnêtement, je ne pourrais pas me prononcer là-dessus parce que j'ai pas beaucoup appris là-dessus. Effectivement, j'en ai entendu parler, mais j'ai pas une expertise là-dessus et je pourrais pas donner un avis assez pertinent là-dessus. D'accord. Bon. Désolée, Eric, c'est vrai que ce n'est pas un dispositif qu'on maîtrise complètement pour Effectivement. pouvoir répondre. Loïc également qui nous demande est-ce que l'algorithme prend bien en compte les soft skills? Et oui, effectivement, l'algorithme prend bien en compte tes soft skills. En fait, une chose qui arrive assez souvent, en tout cas dans l'opérationnel chez nous, on est amené à rappeler des étudiants en leur disant le CV ne suffit pas, remplis bien ton profil, sinon tu ne donnes pas toutes tes chances pour trouver un emploi, enfin une alternance ou un stage assez rapidement sur notre plateforme. Donc oui, effectivement, nous, quand toutes les informations sont bien renseignées sur votre profil sur la plateforme Study and Work, l'algo va aller vraiment bien utiliser les informations pour vous donner le maximum de chances, en tout cas, d'avoir un emploi. Donc c'est même la priorité, hein. Exact, Avant le CV, il faut remplir son exact. profil parce que c'est sur ça que le matching va accrocher en fait, hein. C'est bien ça. Alors ensuite, NJ sur Twitch, quelle est la durée des stages proposés? Y a-t-il des stages de courte durée, un mois ou 2 mois, pour les personnes déjà en poste et qui souhaitent se perfectionner dans un domaine, par exemple? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir en stage, je pense qu'il y a quelque chose de fondamental, c'est la convention de stage. Et je pense que la convention de stage, c'est un établissement scolaire qui est habilité à donner une convention de stage. Donc, je pense que quand on est déjà dans un poste professionnellement et qu'on a un emploi, malheureusement, on ne pourra pas faire de stage. De stage, ouais. Après, en durée, en termes de durée sur la plateforme, il y a des stages de 2 mois. C'est 2 mois minimum, hein, parce que l'idée, c'est pas de. Un stage d'un mois n'est pas constructif. Le temps d'être formé par l'entreprise, etc. Peut-être un stage découverte pour les troisièmes, mais en tout cas, après la troisième, pour ce qui est du supérieur, c'est 2 mois minimum. Et puis, on a des stages allant jusqu'à 6 mois, 8 mois maximum. D'accord. En revanche, si vous êtes en recherche d'emploi, vous avez un dispositif avec le Pôle emploi qui vous permet de faire un stage dans une entreprise pour découvrir un métier et afin de vous assurer que la formation que vous allez choisir dans votre reconversion soit la bonne. Donc, n'hésitez pas à demander à votre conseiller Pôle emploi ce dispositif pour être sûr que le métier que vous avez envie de faire aujourd'hui est bien va vous plaire. Alors, une autre question, est-ce qu'à 34 ans d'âge, on peut aussi bénéficier d'une formation en alternance de Brice sur LinkedIn? Pas de limite d'âge, Brice. Tout à fait. Donc, La seule différence à garder
Hein? C'est pour les contrats pro. Exactement. La seule différence, c'est qu'il y a deux types de contrats d'alternance, contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation, et qu'à 34 ans, ça sera un contrat de professionnalisation plutôt qu'un contrat d'apprentissage. Mais ça reste de l'alternance. Voilà. Et il faut être inscrit au Pôle emploi. Et il faut être inscrit au Pôle emploi. Alors, j'attends quelques minutes pour voir s'il y a d'autres questions, puisqu'elles sont arrivées plutôt tardivement, mais il me semble que c'est bon, on a répondu à toutes les questions. J'espère qu'on a bien répondu à vos questions. On va mettre de toute façon en ligne sur toutes nos plateformes, tous nos réseaux sociaux, ce live en replay, et vous pourrez continuer à poser vos questions. On y répondra par écrit et Oumar pourra aussi y répondre avec s'il y a plaisir. des choses Avec spécifiques. plaisir. Alors maintenant, je souhaite, Oumar, vous remercier vraiment de cet échange et vous remettre notre ITIC Paris Award du partenaire. Je suis ravi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci beaucoup pour ces deux ITIC Paris. lives. Merci beaucoup. Et puis, vraiment, c'est un plaisir d'échanger avec vous et puis aussi de faire connaître votre plateforme à nos étudiants. J'espère qu'ils seront nombreux à aller sur cette plateforme pour leur recherche. La plateforme est une recherche passive, mais soyez proactifs. Inscrivez-vous sur cette plateforme. Inscrivez-vous sur notre Carrière Center Job Teaser pour vous aider et pour que vous trouviez un maximum et au plus vite votre alternance. En tout cas, c'était un plaisir encore une fois d'assister à cette conférence et très heureux d'être accueilli ici à chaque fois que je viens. Et puis, ça sera avec plaisir que je répondrai à vos questions si vous revisionnez le live d'aujourd'hui sur LinkedIn. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. Comme vous le voyez, on est présent partout. Nous avons aussi un blog, notre Swipe. Et n'hésitez pas à nous solliciter, à nous contacter. Il va y avoir une dernière question de la fin de Patricia. Est-ce que l'âge peut bloquer pour un recrutement en alternance ? Oui, l'âge. Est-ce que l'âge peut bloquer pour un recrutement ? Dans quel Est-ce que sens ? c'est bloquant ? Trop jeune, trop vieux. L'âge normalement n'est pas. Ce n'est pas précisé. Normalement, l'âge n'est pas. Ce que je constate, ce que nous on constate en tout cas, l'âge n'est pas un frein. Après, dans d'autres mesures, c'est vrai que très belle question. Je retire ce que j'ai dit. Je retire ce que j'ai dit. Effectivement, oui, l'âge est un frein dans la mesure où, selon l'âge qu'on a, le coût de l'alternant pour l'entreprise n'est pas le même. Un étudiant qui a 19 ans, qui n'a jamais fait d'alternant, aujourd'hui, avec le dispositif d'aide de l'État du Covid, va coûter 0 € à l'entreprise, alors qu'un étudiant qui a 28 ans va malheureusement coûter un peu plus que celui qui a 19 ans. Mais après, là où je dis que l'âge n'a pas d'importance, c'est que normalement, une entreprise, quand elle recrute, elle ne recrute pas par rapport à un coût, par rapport, ça va me coûter 200 €, 100 € de plus. Elle va recruter plutôt par rapport à des compétences. Il y a une fiche de poste. Et si l'entreprise se base sur la fiche de poste, normalement, il n'y a pas de questionnement sur l'âge. L'entreprise va prioriser, en tout cas, va plutôt aller sur la partie compétences, expérience que l'âge. Sinon, dans ce cas-là, toutes les entreprises recrutent que des étudiants de 19 ans. Ils auront complètement rien à payer en surplus. Bien sûr, l'objectif de l'entreprise, c'est d'avoir quelqu'un qui travaille et qui s'investisse. Et on a parlé de soft skills. Quand vous êtes plus âgé, vous avez développé plus de soft skills aussi. Donc, c'est un avantage certain pour l'entreprise. Vous avez d'autres compétences. Vous avez des compétences déjà. Vous allez en développer de nouvelles. Voilà, donc tous les profils sont intéressants. Ça dépend vraiment du profil que recherche l'entreprise en fait, et aussi de son plan de recrutement. Ah oui, c'est clair. Et alors, je suis désolée, mais en fait, il y a encore d'autres questions qui arrivent, donc c'est bien. Allez-y. Je vais vous les poser. Alors, Lionel, sur Facebook, quelqu'un qui ne vit pas en France, mais qui a de l'expérience et qui souhaiterait évoluer en compétences, est-ce que c'est possible de bénéficier d'une alternance ? Non. Alors, on ne peut faire de l'alternance que quand on est résident français ou citoyen français. Malheureusement, pour les autres, ce n'est pas possible. Et par contre, si vous voulez évoluer en compétences, je le redis, il y a la formation en e-learning. Donc, vous ne ferez pas d'alternance, mais par contre, vous pouvez vous former pour évoluer sur vos compétences. Exact.
vous trouver une alternance sans aucune expérience? C'est Mélissa, on y a déjà répondu, hein, Oui. c'est sûr que Aujourd'hui, enfin, un exemple, nous, on a placé pas mal d'étudiants qui n'avaient pas d'expérience et qui ont eu une alternance. Et chez nous, on a recruté 2 personnes qui n'avaient pas d'expérience. On s'est basé sur les soft skills, notamment leur capacité rédactionnelle parce qu'ils allaient sur de la rédaction de contenu. Voilà. vraiment capitaliser sur votre savoir-être, sur votre soft skills, sur votre motivation, votre curiosité. C'est votre attitude qui peut tout changer et aussi l'envie que vous montrez à intégrer un poste, à intégrer une entreprise. Hein. C'est ça qui peut C'est bien cela. tout changer. Et ben, merci beaucoup, Oumar, pour Merci, Nora, encore une tous fois. ces éléments. À bientôt, j'espère, pour de nouveaux lives. À très bientôt. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à tous. Continuez à nous suivre et le live très vite en replay sur les réseaux. Ciao, Au revoir. ciao. Bye. Au revoir.